vous écoutez RTL. RTL Soir spécial, dans les coulisses de la libération des otages. Marc-Olivier Fogiel. 18h23. Et jusqu'à 19h donc, on va vous faire vivre ces deux prises d'otages, ces deux interventions simultanées du jamais vu pour les forces de l'ordre. Et pour nous raconter cette journée intense, incroyable, ceux qui l'ont vécu. Avec nous donc le patron du GIGN, le colonel Hubert Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Le patron de la force d'intervention de la police nationale et donc du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Bonsoir. Et puis vos hommes qui étaient au contact, le chef de la force d'intervention du GIGN. Bonsoir, commandant Laurent. Bonsoir. Et le chef opérationnel du RAID. Bonsoir, commandant Eric. On ne donne pas vos noms volontairement puisque vous êtes là anonymement pour pouvoir travailler sur le terrain sans être reconnu. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et puis évidemment, le chef du service police-justice d'RTL, Jean-Alphonse Richard. Bonsoir Marco, bonsoir à tous. Bonsoir. Et Damien Delceni du service police-justice d'RTL. Bonsoir. Pour nous faire vivre donc jusqu'à 19h, cette journée absolument incroyable. On va se remettre dans l'ambiance. On est donc le 9 janvier au matin, 2 jours après l'attaque donc de Charlie Hebdo. Et sur RTL, il est 9h11. Il y a quelques secondes, quelques minutes de ça tout au plus, un important échange de coups de feu qui s'est produit précisément à Dammartin en Goual, c'est en Seine-et-Marne. 2 individus signalés, 2 hommes comme correspondants au signalement des frères Kouachi, hommes armés de pistolets automatiques. On parle maintenant de prise d'otage. Quels sont les derniers éléments, Georges Brognier? Alors, une prise d'otage dans une entreprise de la commune. On a 2 hommes qui sont en bout de course, donc ils sont extrêmement dangereux. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient tuer de sang-froid. Donc là, on a affaire à 2 bêtes traquées. Ça va être très difficile de pouvoir les débusquer. Là, typiquement, on va se diriger vers une fusillade. C'est le pire scénario pour les hommes d'élite du RAID et du GIGN. Alors, colonel Bonneau du GIGN, on est 2 jours après l'attaque donc, de Charlie Hebdo. À quel moment vous les repérez, ces frères Kouachi, au moment où ils arrivent dans cette imprimerie? Non, pas du tout. En fait, on est dans un dispositif qui est un dispositif dans la durée, qui s'inscrit dans la durée. On a une opération qui est en cours depuis la veille. C'est un dispositif de traque, puisque les 2 terroristes ont été vus dans le secteur de Villers-Cotterêts le matin du jeudi. Ils braquent une station-service pour s'approvisionner en nourriture, tout simplement. Et il y aura dans la journée 2 points de contact en fin de matinée, en début d'après-midi, dans le secteur. Donc là, il y a un dispositif qui va être d'ampleur, qui va être coordonné par le directeur de la gendarmerie en personne. Et on est en zone de compétence gendarmerie, donc il y a un vaste dispositif autour de Villers-Cotterêts, Soissons, mis en place par la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile pour patrouiller sur les axes, avoir des points de contrôle fixes. Et on demande au GIGN d'intervenir sur le secteur de Villers-Cotterêts, avec le RAID d'ailleurs, pour ratisser une zone qui sera une zone, si vous voulez, boisée, avec beaucoup d'écarts. Je vous dis des écarts, c'est des maisons forestières, etc. On pense que les 2 terroristes peuvent se planquer, se cacher dans cette zone. D'accord. Voilà, donc on a déjà, dès le jeudi après-midi, un gros dispositif déjà coordonné entre le GIGN et le RAID dans le cadre des fouilles de la traque des 2 terroristes. Et à quel moment vous savez qu'ils arrivent là, dans cette imprimerie? Alors, je pense que c'est important en quelques minutes de donner le suivi. On va rester sur la zone toute la nuit. On va continuer à faire des vérifications. Et le lendemain matin, en fait, on va les débusquer. Notre présence les gêne sur le secteur. Donc, ils vont chercher par tous les moyens à quitter cette zone. Donc, ils sont dans les bois, effectivement. Et là, ils vont changer de voiture. Ils vont braquer une automobiliste à 8h30 le matin. Ça se passe à peu près à 15-20 km du lieu où on est stationné pour la nuit. Et là, si vous voulez, 8h30, 8h35, j'ai l'information et on décolle immédiatement. J'ai les hélicoptères sur place. Qui nous Donc vous les traquez, vous les suivez, oui, vous les repérez. Complètement. On part tout de suite en hélicoptère, on est 20 km derrière, avec un dispositif routier. Et on engage, si vous voulez, tout de suite, la poursuite entre Villers-Cotterêts, secteur de Villers-Cotterêts, et Dammartin. En fait, ils vont buter sur des dispositifs gendarmerie, ils vont les éviter, on va les mettre dans un entonnoir, et ils vont arriver sur le secteur de Dammartin. Quand ils arrivent à Dammartin, ils sont dans cette imprimerie. Est-ce qu'immédiatement, on sait qu'il y a des otages? Alors, en arrivant à Dammartin, c'est la continuité. On va les localiser précisément parce qu'une patrouille de gendarmerie qui est en avance sur nous, puisqu'on est juste derrière, va les fixer. Quand je dis va les fixer, va aller au contact. On reçoit un appel téléphonique tout de suite du gérant de la papeterie. Il dit clairement, voilà, ils sont là. Donc on va arriver, on va confirmer le renseignement, et là il y aura une réaction formidable de la patrouille gendarmerie, c'est-à-dire qu'ils vont aller au contact, il va y avoir un échange de coups de feu. D'accord.
Les terroristes vont tirer sur la patrouille gendarmerie, sur le véhicule, et le gendarme, un des gendarmes de la patrouille, va blesser légèrement un des terroristes. Et là, nous, on sait précisément, là, il est à peu près 9h moins 10, on sait que les terroristes sont dans cette papeterie. Et on arrive, nous, 10 minutes après. Vous, avec le RAID, Jean-Michel Fauvergue, vous accompagnez les gendarmes. Vous êtes ensemble sur l'opération. Alors comme Hubert Bonneau vous l'a dit, on était déjà sur l'opération de ratissage vers Villers-Cotterêts. Et bien évidemment, on est le lendemain matin là, donc on suit le dispositif. Et moi je positionne deux colonnes du RAID, ou plus précisément une colonne du RAID et une colonne de la BRIPP que j'avais à ma disposition, puisque tout ça rentre dans la composition de la force d'intervention de la police nationale dont j'avais le commandement. Je les positionne donc immédiatement sur site, à disposition donc du colonel Bonneau, du chef du GIGN, pour me mettre à sa disposition. On va raconter ce qui se passe quand vous arrivez, et notamment vous, les hommes de terrain, donc face à cette imprimerie. Comment on prend contact avec les frères Kouachi dans un instant. RTL Soir spécial, ceux qui ont libéré les otages racontent. Marc-Olivier Fogiel. 18h31. Suite donc de cette émission spéciale avec les patrons du GIGN, du RAID et les hommes de terrain. On est donc à Dammartin en Goële. Vous savez que les frères Kouachi sont donc dans cette imprimerie. Est-ce que immédiatement, vous savez, Jean-Michel Fauvergue, qu'il y a des otages dans l'imprimerie? Alors là, l'aspect imprimerie, on est en secteur gendarmerie et c'est le secteur du chef du GIGN. Je pense que c'est lui qui peut répondre. Hubert Bonneau. Oui, alors on est rapidement informé par le gérant en fait de la papeterie qui va être relâché assez rapidement par les terroristes, et il nous annonce effectivement qu'il y a une autre personne de l'entreprise qui est cachée à l'intérieur de la papeterie. Le fameux Lilian. Le fameux Lilian. En fait, lui, si vous voulez, il n'a jamais dit aux terroristes qu'il y avait une autre personne dans la papeterie. Et en fait, pour nous, cette personne-là est dans la papeterie, on est sûr, mais on ne sait pas au moment où on nous le dit s'il a été découvert ou pas par les terroristes. Donc, tout au long de la matinée et de l'après-midi, en début d'après-midi, on va considérer Lilian comme potentiellement pris par les terroristes. Donc on va toujours, si vous voulez, dans nos modes opératoires, considérer avant tout qu'il peut être sous le joug des terroristes. Vous cherchez à prendre contact avec les terroristes ? Oui, on va chercher à prendre contact avec les terroristes par la négociation, et nous n'y parviendrons pas, que ce soit sur les téléphones fixes ou les téléphones mobiles. C'est-à-dire, on n'y parvient pas. Ils ne décrochent pas, ils ne rappellent pas, il n'y a aucun contact possible. Vous avez combien d'hommes autour de l'imprimerie ? Alors, on a, si vous voulez, plusieurs éléments. Un élément d'assaut de contact. On a évidemment des appuis avec les tireurs d'élite. On a des colonnes qui couvrent toutes les directions. Et on a un dispositif qui est prêt à réagir après l'assaut, ce qu'on va appeler un dispositif de reprise, au cas où, effectivement, on ait la nécessité, dans l'urgence, de donner l'assaut. Et cet élément de reprise nous permettra de traiter tout ce qui va, les dépiégeages, les blessés, etc. Dont vous, commandant Laurent, puisque vous êtes le chef de la force d'intervention du GIGN, vous êtes à Dammartin en Goële avec vos hommes, et vous vous dites, à ce moment-là, on ne connaît pas encore ce qui va se passer à la porte de Vincennes, que vous êtes prêt à intervenir. Vous pensez qu'une reddition est possible, ou vous savez très bien que vous allez aller au combat et peut-être même du corps à corps? On ne croit pas à la reddition. On connaît l'adversaire, on a fait des études sur ce type d'adversaire. On sait très bien qu'ils iront à l'affrontement. Donc dès le matin, on ne sait pas dans quelles conditions, mais on sait qu'il y aura un affrontement. À l'arme de guerre? Bien sûr. On se prépare comment mentalement à aller à la guerre? On s'y prépare tous les jours. Ouais. On s'y prépare à l'entraînement et on s'y prépare en opération. À la force d'intervention, nous avons entre 60 à 80 opérations par an. Des opérations de moins grande intensité, mais qui nous permettent de mettre en œuvre toutes les procédures, tous les schémas qu'on a mis en œuvre sur Dammartin. On est d'accord, là, on est le matin, vous êtes là, c'est le GIGN qui est aux commandes parce qu'on n'est pas dans une zone urbaine, le RAID est là en appui, sauf que 13h19, stupeur.
Et ce retournement de situation dans cette édition spéciale, on était depuis un petit peu plus de 9 heures en direct à Dammartin-en-Goële et je vous le disais il y a quelques minutes, il y a eu des coups de feu et puis une prise d'otage à la porte de Vincennes à Paris. Il y aurait au moins 5 personnes prises en otage dans un magasin, un supermarché cachère et la BRI est déployée, Georges Brenier. Exactement, avec une cinquantaine de membres de l'anti-gang qui en effet se sont déployés tout autour de cette épicerie cachère, armée jusqu'aux dents. Un homme qui est retranché, vraisemblablement le tireur de Montrouge et qui aurait donc avec lui 5 otages. Quand vous apprenez ça à Dammartin-en-Goële, Jean-Michel Fauvergue, donc du RAID, vous faites tout de suite le rapprochement avec ce qui se passe là, à Dammartin. Vous dites c'est complètement autre chose et ce n'est pas lié. Non, tout à fait. On savait dès le départ qu'il s'agissait de Coulibaly qui était sur place. D'accord. Et on a fait rapidement le lien. Donc dès que je connais cette information-là, je vais voir mon homologue du GIGN et je lui dis que je pars sur l'opération. Je lui demande s'il a besoin de moi. Je lui laisse un petit élément que je récupère ensuite après et je lui laisse deux officiers de liaison et deux négociateurs. Donc vous partez avec l'ensemble de vos hommes quasiment. Je pars avec l'ensemble de mes hommes pour Vincennes où on renforce le dispositif de la BRI qui était déjà sur place et dont je prends le commandement dans le cadre de la FIPN. On imagine bien que c'est pas la panique puisque vous êtes habitué, mais c'est inédit, on l'a dit, jamais de prise d'otage en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Alors c'est pas la panique, non, effectivement. On a des process bien connus, on essaye de se mettre en appui assez rapidement. On renforce les groupes d'urgence qu'avait mis la BRI, on renforce les tireurs d'élite sur les points hauts. La difficulté la plus importante pour nous, c'est d'arriver sur place parce qu'il y avait des bouchons énormes et on arrive par voie routière, mais on y arrive quand même. Et à ce moment-là, on dispose un PC opérationnel et le commandant opérationnel donc étudie la situation et on essaie de recueillir le plus de renseignements possible. Renseignements, j'imagine, première chose, combien d'otages ? Alors, non, c'est pas la première chose. Les premiers renseignements qu'on récupère, c'est des renseignements sur la topographie des lieux, comment les lieux se présentent, le nombre d'entrées. On récupère... grâce à Lassana Batili, pas mal d'informations aussi sur l'intérieur. On récupère les clés. Ce Malien, donc, qui va être naturalisé là, d'ailleurs, à l'heure où on parle, et qui a pu s'échapper. Tout à fait, que je félicite à titre personnel. On récupère le double des clés, il nous donne le double des clés de la porte. Et on récupère aussi, grâce à un entrepreneur d'origine portugaise, on récupère le plan des lieux, les travaux qu'il a fait, la teneur des murs, comment se composent les murs pour éventuellement faire une brèche sur ces murs. On récupère un maximum de renseignements. À quel moment vous savez qu'il y a des otages et que certains d'ailleurs sont morts ? On le sait dès le départ qu'il y a des otages. On sait qu'il y a un preneur d'otages et peut-être deux. On sait dès le départ qu'il y a des otages. On arrive à récupérer aussi les photos que les caméras ont prises juste avant d'être cassées. Et là, on voit très distinctement, à minima, deux otages morts. Deux autres étaient cachés derrière les rayons, donc on ne pouvait les voir. Et on voit le preneur d'otages avec un gilet qui est soit un gilet pare-balles, soit un gilet tactique. Commandant Eric, vous êtes chef opérationnel du RAID, donc vous êtes présent porte de Vincennes. Vous êtes au courant qu'il y a des otages. Ça devient prioritaire, ce qui se passe porte de Vincennes par rapport à Dammartin-en-Goële. On se dit que là, tout d'un coup, c'est là où ça peut être le plus dangereux. Le plus dangereux, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est l'action, bien évidemment, de libération d'otages qui prend le pas sur l'opération où on espère simplement qu'on n'a pas d'otages. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'action de libération d'otages doit, elle, avoir lieu en premier. Et c'est une fois que cette opération a lieu, c'est une fois que les otages sont en lieu sûr seulement, qu'on va pouvoir déclencher, que les camarades du GIGN vont pouvoir déclencher leur opération à leur tour. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est d'abord Port de Vincennes et puis ensuite à Dammartin. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous savez tout de suite qu'il y a des otages qui sont cachés dans la chambre froide ? Oui, on le sait assez rapidement. Ils n'ont pas été cachés jusqu'au bout, d'ailleurs, mais on le sait rapidement, justement par
Par la Sana Batili, entre autres. Vous cherchez à prendre contact avec Koulibaly, comme les gendarmes, eux, ont cherché à prendre contact avec les frères Kouachi? Alors, on met en place une équipe de négociation composée des négociateurs du RAID et des négociateurs de la BRI, sachant que les négociateurs RAID sont aussi en contact avec les négociateurs RAID qu'on a laissés au niveau du GIGN, donc on a l'évolution aussi des choses au niveau négociation, et on aura contact 3 fois, si je ne m'abuse, on aura contact 3 fois avec Koulibaly. Quel genre de contact? Un premier contact qui est un contact au départ, qui est un premier contact. Les négociateurs lui demandent comment ça se passe, comment ça va, essayent de ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon des négociateurs, de le faire ventiler, de le faire parler. Il n'est pas très loquace, il coupe la communication et ça n'est que quelques moments après qu'on aura un deuxième contact. Assez rapidement, comme Adam Martin, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de négociation, qu'il n'y aura pas de reddition et qu'il va falloir intervenir? Alors, nous, comme nos camarades du GIGN, on a fait des études sur ce qui s'est passé en France. On a déjà une expérience propre avec l'affaire Mera et d'autres types d'expériences. Mais on a aussi fait un débriefing de l'ensemble des opérations qui sont passées à l'international, plus récemment au Canada, en Australie, au Kenya, et on tire expérience de ces faits que les otages, les preneurs d'otages radicalisés ou les retranchés radicalisés ne se rendent jamais. Donc vous dites qu'il va falloir y aller, et il y a une vingtaine d'otages. J'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire. La suite du film dans un instant. RTL Soir spécial, dans les coulisses de la libération des otages. Marc-Olivier Fogiel. 18h44. Toujours donc avec le colonel Bonneau, patron du GIGN, et Jean-Michel Fauvergue, son homologue du RAID pour cette émission spéciale, et les hommes de terrain. Juste avant la pub, vous imaginez donc donner l'assaut à Vincennes, c'est là où ça se passe, sauf que tout s'accélère, il est 16h50, et chez vous, là, à Martin, chez les gendarmes, là, une porte s'ouvre. Émilie Beaujard, vous êtes à Damartin-en-Goël, que se passe-t-il? Eh bien écoutez, depuis 2 minutes, il y a des coups de feu nourris. Une fusillade a éclaté au niveau du lieu où sont retranchés les 2 frères Kouachi depuis 7 heures maintenant ici à Damartin-en-Goël. Les choses sont en train d'évoluer, porte de Vincennes également. Christophe Ponzio, 3 explosions à l'instant même, je vous en prie. Oui, 3 importantes détonations viennent de retentir juste devant cet hypermarché cachère, et à l'instant, des échanges de tirs nourris et très importants. Les 2 prises d'otages sont terminées. Il y a eu un assaut quasi simultané des forces de l'ordre. Alors ce qu'on n'a pas raconté, et c'est en ça que ce qui se passe là est très important, c'est que vous avez l'info là-bas, porte de Vincennes, que s'il se passe quelque chose contre les frères Kouachi, Koulibaly tue les otages. Ça, cette info, vous l'avez comment? En fait, nous, si vous voulez, ce qui est très important de préciser, colonel Bonneau, c'est bien comprendre la coordination qui est impérative entre les 2 sites. Tout se joue là, dans la coordination. En fait, si vous voulez, pour bien comprendre, on a ce qu'on appelle dans les 2 unités des plans d'assaut d'urgence. Ces plans d'assaut d'urgence prévoient en fait des modalités de déclenchement d'un assaut. Donc là-dedans, si vous voulez, avant Vincennes, c'est assez simple, mais comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a Vincennes, il y a une priorité qui est donnée à Vincennes. Donc là, pour nous, je ne dis pas qu'on est en attente, on est prêt et on est à l'écoute de ce qui se passe à Vincennes pour déclencher notre assaut à partir du moment où c'est déclenché à Vincennes. Là, ça ne va pas se passer de la même façon, mais c'est un scénario qui est prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est-à-dire que nous, on dit, voilà, on est en attente de Vincennes, mais s'il se passe quelque chose chez nous à Damartin, si notamment il y a une sortie qu'on avait prévue, parce qu'ils veulent, en fait, ils ont tout, si vous voulez. Ils ont réussi leur action, ils ont tué Charlie, ils ont revendiqué leur action, et donc on sait qu'il va y avoir une dernière phase, qui va être la phase de combat. C'est ce qu'ils viennent chercher, quoi. On peut imaginer que le combat se passe à l'extérieur. C'est ce qui va se passer. Et là, si vous voulez, immédiatement, dès la sortie, sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure si vous souhaitez, immédiatement, l'information est transmise, puisque j'ai avec moi des éléments du RAID qui immédiatement envoient l'information à leur patron pour la prise en compte de Vincennes. Il sort. Là, commandant Laurent, vous êtes sur le terrain. Vous le dites, ils viennent au combat. Ils viennent faire une sorte de feu d'artifice final. Et là, c'est carrément une scène de guerre qui se passe à Damartin-en-Goël.
Effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça un feu d'artifice final. Pour eux. Mais je pense ils sont sortis pour aller à la confrontation, pour augmenter leur bilan. Ils voulaient clairement tuer des gendarmes. Ils l'avaient annoncé, on le savait. Ils voulaient tuer des forces de l'ordre. Donc on l'avait anticipé dès le matin. On avait mis en place, ce que disait le colonel, un plan d'assaut d'urgence. On était prêt à intervenir. À partir du moment, à 9h30, à partir du moment où on était autour du bâtiment, on était prêt à intervenir, à répondre à toute situation. Là, il se passe quoi? Ils ouvrent cette porte, ils sortent, ils tirent, ils veulent tuer du gendarme. Vous allez au combat. Donc, ils sortent, ils commencent à tirer en rafale. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de tirs. C'est un feu nourri. Ils ont des attitudes de combattants. Les deux sortent en même temps et ils cherchent effectivement des gendarmes. Ils viennent au contact de mes équipes et ils tirent en direction de mes équipes. Donc ça déclenche immédiatement le plan d'assaut d'urgence avec un feu nourri des snipers, des tireurs d'élite, un feu nourri des appuis. Donc on les fixe par le feu. Ils sont fixés par le feu et ils continuent, ils se postent, ils essayent de riposter dans notre direction. Nous arrivons à les fixer et à les neutraliser. Ils sont bien entraînés? C'est des gens qui sont entraînés. On a face à nous effectivement des combattants. On a face à nous des gens qui veulent aller jusqu'au bout, qui ne reculent pas, qui essayent de se protéger, qui vont à la mort. Ça dure combien de temps, ce que vous nous décrivez là? C'est très court, ça dure moins de 2 minutes. L'assaut dure moins de 2 minutes. Jean-Michel Fauvergue, vous êtes à Vincennes à ce moment-là. J'imagine que vous êtes inquiet, non? Parce que vous dites que si Koulibaly est au courant de l'assaut du GIGN à Dammartin, ça peut mettre en danger la vie de cette vingtaine d'otages. Oui, tout à fait. Mais on s'était préparé à l'assaut. On a dû donc se hâter. On a dû hâter notre assaut de quelques minutes. On était déjà prêts. On a dû hâter notre assaut de quelques minutes. Ce qui nous a permis de faire quelque chose qui était quasi concomitant, même si on a 2 minutes d'écart. Vous avez vu sur votre reportage, c'est allé très vite. Et on avait déjà nos plans qui avaient été échafaudés donc par notre officier opération. Et on était sur site, on était déjà positionnés. Commandant Eric, positionné, vous l'êtes donc avec vos hommes. Il y a une image qui a marqué tout le monde. C'est cet homme qui rentre le premier, qui se prend toutes ses balles. Comment il est désigné, cet homme? Comment il est, pardon? Désigné. Il n'est pas désigné en particulier. C'est-à-dire que la méthode d'assaut, c'est d'écarter les cibles au maximum, de façon à attirer le feu sur nous, à donner au preneur d'otages qui est déjà débordé psychologiquement par des méthodes que l'on met en œuvre et que je ne veux pas développer davantage ici. Il sait déjà plus bien exactement ce qui se passe. Il se trouve avoir des gens qui pénètrent, qui s'éclatent dans les pièces. Il a donc plusieurs cibles, plusieurs options. Il est obligé d'en choisir une, et quand on en choisit une, par définition, on ne traite pas les autres. Ce qui permet aux autres d'opérer. Mais cet homme-là, qui n'est donc pas désigné, il sait qu'il va être la cible pour détourner l'attention. Oui, enfin, il sait qu'il risque en effet d'être une cible. Mais en étant une cible, les autres n'en sont pas, ou vice-versa. Il va bien aujourd'hui ? Il va bien. Il a été blessé. Enfin, du moins, oui, il a été blessé. Les munitions qui l'ont atteint, la munition qui l'a atteint a été arrêtée par son gilet pare-balles. Il a un très gros traumatisme. Son bouclier a été impacté aussi. Mais il va bien. Vous nous racontez la suite dans un instant. RTL Soir spécial, ceux qui ont libéré les otages racontent. Marc-Olivier Fogiel. 18h53. Et on est donc toujours avec le patron du GIGN, du RAID et les hommes de terrain. Commandant Eric, vous nous racontiez donc comment cet homme est rentré pour détourner l'attention. Qu'est-ce qui se passe après? Donc l'attention de Koulibaly est détournée. Vous et vos hommes, vous rentrez. Absolument. Alors là, je tiens à souligner encore une fois le courage exemplaire dont ont fait preuve les opérateurs. Il faut imaginer, je pense que les images sont parlantes, le feu nourri qui accueille les équipes d'assaut. Malgré ce feu nourri, les opérateurs, y compris donc le collègue que vous citiez, pénètrent sous les balles des Kalachnikov, j'insiste bien, pénètrent en faisant un véritable don d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on a intégré dans les entraînements. Mon camarade du GIGN parlait tout à l'heure de ces entraînements continus. On voit les opérateurs pénétrer sous les balles
avec comme seule raison en fait de sauver la vie d'autres personnes, de sauver la vie des otages, d'attirer le feu sur eux, d'attirer l'attention sur eux et d'aller chercher les otages. La question peut paraître naïve, mais vu les tirs que vous décrivez, comment aucun otage n'est touché? Ah ben, otage, comment aucun otage n'est touché? De notre part, le feu est précis. Ça c'est clair. Très précis même. Très précis, très précis. Hein, de nombreux impacts atteignent Koulibaly. Et ensuite, encore une fois, la manœuvre réussit, c'est-à-dire que Koulibaly est omnibilé par les équipes d'assaut qui pénètrent, qui s'éclatent dans l'intérieur de l'espace confiné. Il les prend comme objectif et oublie les otages. Jean-Michel Fauvert, combien de vos hommes sont touchés? Puisque là aussi, comme les hommes du GIGN, vous allez donc au contact. Oui. Et c'est très violent, c'est pas des petits tirs, c'est très violent. Tout à fait. Sur l'ensemble de la FIPN, on a 5 hommes touchés. Essentiellement, uniquement d'ailleurs aux membres inférieurs, donc des tirs de Kalachnikov et des fragments d'ogives qui ont blasté les membres inférieurs de certains d'entre eux. Des séquelles sont à craindre? À ce jour, non, tout se passe bien dans ce cadre-là pour l'instant. Là, il est autour de 17h. Les 2 prises d'otages sont terminées. Oui. Avec vos hommes, vous fêtez ça? Les uns et les autres? Alors, écoutez, fêtez ça... Vous souriez déjà. C'est naïf comme question aussi, celle-là? Non, c'est le terme fêter qui est un peu bizarre dans ces circonstances-là. Bien sûr. D'abord, nous, on délivre 19 vies, dont une femme enceinte, ça veut dire 20 vies. 21 si elle attend des jumeaux, 22 si c'est des triplés. Donc on en est très très fiers, très très fiers. Ensuite, ces otages qui sortent sont recueillis par les équipes de la direction centrale de la police judiciaire, donc sont mis à l'écart, sont médicalisés et triés pour voir s'il n'y a pas un preneur d'otages qui resterait, ça c'est important, à l'intérieur. Non, ensuite moi je parle, immédiatement, le premier réflexe, c'est que je réunis l'ensemble des équipes. Alors la BRI de la direction centrale de la police judiciaire, je leur parle. La BRI de la PJPP, je leur parle. Et ensuite, mes gars du RAID, où on reste des longs moments à se parler. C'est fort et c'est riche en émotions. C'est la même chose chez les gendarmes. Alors, nous, effectivement, dès qu'on a terminé notre opération sur Dammartin, on se réunit le soir au GIGN. On parle déjà, on parle un peu. Et le soir à 23h, les gens rentrent voir leur famille. Parce que le lendemain matin, on reconditionne et on est prêt de nouveau à reprendre les alertes. Puisque l'on était quand même sur quelque chose d'assez lourd. Et on est toujours d'ailleurs en alerte permanente. Donc... au final, c'est quelque chose qui a été très vite, très marquant, mais il a fallu tout de suite se reconditionner. Vous restez avec nous. Avant le journal de 19h, une des otages qui était dans la chambre froide à l'hypercachère tenait à intervenir. Vous remerciez. RTL Soir spécial dans les coulisses de la libération des otages. Marc-Olivier Fogiel. Et il est 19h sur RTL avant le journal. Donc on poursuit, on termine cette édition spéciale avec le patron du RAID, du GIGN et les hommes de terrain. On a en ligne Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Vous étiez l'une des otages de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Vous étiez cachée pendant 4 heures donc dans la chambre froide. Amélie Koulibaly ne savait pas que vous étiez en bas. Vous venez d'entendre le récit des hommes de terrain, ceux qui vous ont libéré. J'imagine que ça a une dimension particulière pour vous ce soir. Oui, bien sûr. Ça a été 4 heures, plus de 4 heures très très difficiles. Et je voulais surtout remercier les équipes du RAID et du GIGN qui ont fait un travail superbe. Et vraiment, merci beaucoup de nous avoir sortis de là parce que ça a été très très dur. Pendant que vous étiez en bas, donc dans cette chambre froide, il vous est arrivé de douter de l'issue, de vous dire qu'ils étaient doués, les hommes du RAID et du GIGN, mais qu'ils n'y arriveraient peut-être pas? Bien sûr qu'on a douté parce qu'on était dans une situation vraiment... indescriptible. C'est évident qu'on a douté. Heureusement qu'on a eu la possibilité de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et on a eu plusieurs fois la police au téléphone qui a essayé de nous rassurer, qui nous a dit qu'ils allaient bientôt arriver. On n'avait pas vraiment d'estimation dans combien de temps, mais on savait qu'ils étaient derrière
on attendait impatiemment leur arrivée, mais c'est sûr qu'on a douté. Jean-Michel Fauvergue, vous étiez en contact avec Noémie ou d'autres qui étaient en bas. On vous donnait des précisions sur ce qui se passait dans l'hypercachère ? Non. Au niveau des opérations et au niveau du commandement de la FIPN et de l'officier opérationnel, on n'a pas le contact de ce type-là. On donne cette mission à d'autres officiers qui nous trient pour nous trier les informations. Par contre, nous on a besoin des informations qui opérationnellement vont nous aider à faire cette opération dans les meilleures conditions. Et on a besoin de se couper de l'affect. C'est absolument nécessaire pour pouvoir réussir ce type de mission-là. Par contre, c'est d'autres policiers que Noémie avait en ligne qui, eux, ont très bien fait jouer ce rôle-là. En revanche, commandant Eric, c'est vos hommes, vous, qui allez les récupérer, Noémie et les autres, qui allez au contact et qui rentrent dans l'hypercachère et les récupérer pour les faire sortir. C'est ça, ce sont les opérateurs qui vont au contact avec toutes les précautions nécessaires, puisque, encore une fois, on a pris l'option haute, c'est-à-dire peut-être deux preneurs d'otages. Noémie, quand vous les avez vus, les hommes, le commandant Eric et ses hommes, arriver dans l'hypercachère, j'imagine que ça a été très fort. Ça a été un grand moment d'émotion, effectivement. On attendait que ça et on était vraiment très très contents de les voir enfin arriver. Tout s'est passé très vite, mais on était très heureux de les voir. Vous êtes tombés dans les bras les uns des autres, ou alors l'affect aussi, vous le mettez de côté, commandant Eric, là-dessus, parce que vous êtes dans... Non, on a eu besoin... Pardon. Allez-y, Noémie, allez-y. Non, on a eu besoin, c'est vrai, de se serrer les uns contre les autres, parce que c'était vraiment très très dur, et puis on était tous ensemble pendant 4 heures, et on a créé des liens, et on avait besoin les uns des autres. Oui, par contre, avec les opérateurs, non. Simplement professionnellement, on sait jamais, malheureusement, on n'est jamais sûr de qui on a en face de nous. Est-ce que ce sont des otages ? Est-ce que parmi les otages, il n'y a pas des preneurs d'otages ? Donc on est obligé de rester, même si pour nous aussi c'est très fort, c'est pas fini. L'opération n'est terminée qu'à partir du moment où les otages sont en sécurité et vérifiés. Donc les opérateurs, c'est parfois dur d'ailleurs pour les otages, sont souvent sous dans l'axe des armes, sont parfois même menottés avant d'être évacués. Là, ça s'est pas fait parce qu'il y avait des groupes qui sont chargés de ça, qu'on appelle les groupes de remplissage et de neutralisation. Donc, les groupes de remplissage sont occupés de l'exfiltration des otages, et nous, on reste extrêmement vigilants, extrêmement professionnels jusqu'au bout. Merci beaucoup, Noémie, de votre témoignage ce soir sur RTL. Merci infiniment. Pour conclure, tous les 4, vous le sentez, ce lien avec la population qui a changé avec vous, les hommes en uniforme? Vous le sentez les uns et les autres, colonel Bonneau? Alors, c'est vrai que nous, on est vraiment encore dans l'action. C'est-à-dire que le plus important pour le GIGN derrière, c'est de se reconditionner, comme je l'ai dit, de tirer les enseignements de la crise en elle-même et de se préparer pour l'avenir. Donc c'est vrai qu'on ressent quand même... On commence à peine à voir, avec le décalage, un petit peu comment la population réagit à tout ça. Parce que, très honnêtement, quand on est dans l'opération, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vrai que quand on rentre chez soi après ce genre d'opération, on sent quelque chose, et on sent encore plus dans ce qui s'est passé dimanche, notamment par cette grande manifestation, par cette grande ferveur populaire, y compris autour des forces de l'ordre. Là, on a vraiment commencé, je pense, à compter de dimanche, à s'en rendre un petit peu compte. Commandant Laurent, vous qui avez été à Dammartin, donc au contact des frères Kouachi, vous l'avez senti dimanche, c'est tous Charlie et tous derrière les policiers et les gendarmes? Oui, bien sûr. On a regardé ça avec attention. Et comme le disait le colonel, c'est vrai qu'on est encore dans la mission et on continue à se préparer. Donc c'est vrai qu'on est un peu en dehors de tout ça quand même. Pareil au raid. Écoutez, moi ce que je voudrais dire avant tout, c'est que si nous on arrive à faire ce travail-là, c'est d'abord parce qu'on a des opérateurs remarquables, courageux, qui sont... C'est vraiment des gens extraordinaires. Bien sûr, il y a l'entraînement, bien sûr, il y a les équipements, bien sûr, mais bon, il y a cette foi. Ensuite, si on arrive à faire ce travail, c'est que on s'appuie aussi sur tous nos autres collègues de terrain, de toutes les directions confondues, la sécurité publique, la police judiciaire, la police aux frontières, et j'en oublie, voilà. Et ça, c'est important. Je voudrais aussi rajouter que
Dans la plupart de ces affaires, celle-là comme Mera, les services de renseignement et les services judiciaires ont fait un travail remarquable et rapide. C'est pas assez souligné, je voulais le souligner aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, sur la question que vous posiez, effectivement, on sent un lien différent. Quand on voit quelqu'un aller embrasser un CRS, c'est extraordinaire. Aller embrasser un CRS, quand même. Non, c'est super, hein, c'est super. C'est super. Merci beaucoup, commandant. Moi, je voulais... Eric. Oui, moi je voulais simplement ajouter une chose, c'est que il faut surtout pas oublier les collègues sécurité publique ou gendarmes. N'oublions pas que ces affaires ont été possibles grâce sur Paris au sacrifice du collègue de la sécurité publique qui a ouvert le feu après l'opération des terroristes sur Charlie Hebdo, qui a amené le grain de sable. Les preneurs d'otages, enfin les terroristes à ce moment-là, ont été obligés d'abandonner la voiture en catastrophe. Ça a permis l'identification et ça a permis la suite qu'on connaît. Idem pour les gendarmes, le gendarme qui était en barrage, qui a pas hésité à faire face à ces terroristes extrêmement dangereux, à ouvrir le feu et à amener en fait ces terroristes à se retrancher et à permettre l'intervention de nos camarades du GI. Je tenais à leur rendre hommage parce que ce sont des gens qui tous les jours risquent la vie sur la voie publique eux aussi. Et nous on tenait à vous rendre hommage. Merci à tous les quatre, sous les applaudissements donc évidemment des manifestants de dimanche. Dimanche, il y a 8 jours, avec cette énorme manifestation Touche Charlie. Merci à tous les quatre. Dans un instant, donc, le journal de 19h, exceptionnellement, à 19h10, pour une fois, mais ça valait vraiment le coup. Merci beaucoup. Merci. RTL Soir.